pour la Ah, synchro. alors là, Là, c'est du cinéma. Là. Là, Luc Besson, il doit être content. Là. Alors, si tu cites Luc Besson comme étant l'apogée du cinéma, Tu vois, tu fais on va pas s'entendre. Non, tu fais des sous-entendus, il n'y a même pas besoin de faire de sous-entendus. J'ai juste parlé d'un réalisateur Oui, mais- français. Il a quand même fait Taxi. Hein. Alors, non, il a produit Taxi, il n'a pas réalisé Taxi. Bah, les premiers, si. Alors, il faudra vérifier, en l'occurrence, j'ai pas l'info. Je ne pense pas. Ce que je veux te dire, c'est que on a dit le mot, enfin, tu as prononcé le mot cinéma, et Luc Besson est venu directement à ton esprit. Je pense que c'est Taxi qui m'a fait. Ok, bon, là c'est plus grave encore. Fil conducteur pour chaque épisode. Parfois ce sera du grand n'importe quoi, parfois ce sera quelque chose d'assez statique. Disons, on va rester sur le sujet. Le livre s'appelle Civilisé à en mourir. Christopher Ryan. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le propos de ce livre. Je suis pas en train d'en faire l'éloge extraordinaire. On verra qu'il y aura des choses à redire. Je considère simplement que ça remet en question énormément de choses de notre société. Et non seulement ça remet en question cette chose-là, mais il apporte des preuves. C'est ça qui est important dans toute démarche scientifique. Tu peux rappeler quand même le contexte. Tu pourras rappeler le contexte surtout, le début, Le contexte. sur l'introduction qui met en valeur sa personne quand même. Je vois où tu veux en venir. Le fameux quelle indignité. Ouais. Non, c'est peut-être pas ça, ça c'est Sarkozy qui a dit quelle indignité. Quelle ingratitude. Dignité et gratitude. On n'est pas loin. Non, mais si tu veux, on va en parler directement. Le propos du livre Civilisé à en mourir, comme le dit le titre, c'est de dire que le monde va mal. Contrairement à ce que l'on pense, l'époque préhistorique n'est pas si sauvage et monstrueuse que on nous l'a décrit. Sur ce qu'on nous a enseigné, tu veux Sur dire ce qu'on nous a enseigné, Ouais. sur une espèce de mythe un peu sporadique, omniprésent, qui flotte partout, dont on entend parler. C'est-à-dire préhistoire, le mot qui te vient à l'esprit, c'est une espèce de lutte constante pour la survie. On va voir que ce n'est pas ça. Le début du livre, et c'est peut-être d'ailleurs très, très pertinent de l'avoir mis dès le début, il explique, donc les deux premiers mots sont « quelle ingratitude ». Et après, il explique sa situation, qu'il est en train de d'écrire ce livre sur un ordinateur qui est plus fin que le livre qui en résultera. Bref, il loue comme ça les avantages que lui procurent les civilisations. Parce que lui, qui est un Californien, ce n'est pas juste un Américain, c'est Californien, eh ben, il est quand même dans la catégorie de personnes qui bénéficient des avantages de la civilisation. C'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt, si ce n'est alléger sa conscience, si on est pessimiste, ou l'honnêteté intellectuelle, si on est optimiste. Merci technicien. Christopher Ryan, l'auteur, n'a aucun intérêt à expliquer que la civilisation est nocive puisqu'il en tire les avantages. Alors, est-ce que il est légitime à parler de ça? Alors, Est-ce que par rapport à son statut, de là où il vit je vais te répondre après en à la Californie, légitimité. ouais, Mais le fait qu'il remette en question la civilisation, il peut le faire parce qu'il est dans la catégorie qui en tire les avantages. C'est-à-dire que si le gars était un Indien, plus précisément un Dalit, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, un intouchable, non. la caste la plus basse dans le système indien. Mhm. Donc, pour te faire un exemple, c'est littéralement ceux qui récurent les chiottes. Mais sans illustration, c'est littéralement ce qui se passe. Tu regardes des documentaires, c'est leur quotidien. C'est toutes les tâches les plus ingrates de la société indienne. Un sous-fif, t'es en train de me dire? Oui. Ok. Oui. Mais, donc, ce Dalit-là, si on prend cet exemple, il n'a pas la possibilité, il n'a pas, en tout cas, il n'est pas dans les circonstances qui lui laissent l'opportunité de remettre en question quoi que ce soit, parce que là, c'est un questionnement qui est secondaire, voire tertiaire, j'ai envie de dire. Donc, si tu me dis ça, ça veut dire que si une personne n'appartient pas à cette classe sociale, n'est pas légitime. Ah, c'est pas une question de légitimité. Bah, C'est une question de, elle peut pas le faire parce qu'elle a d'autres problèmes et que lui, puisqu'il n'a a priori que des avantages,
bah, il peut, disons, perdre son temps, même si ça apporte énormément, D'accord, à faire ceci. mais ça veut pas dire que une personne, comme tu dis, qui a son train-train quotidien, qui a sa vie, qui a un travail ou qui a une autre forme de vie, je comprends pas pourquoi tu me dis elle n'a pas forcément la conscience de penser à ça, ou parce qu'on est tous des humains, on a une Mais c'est pas parce que conscience. tu es humain que tu te mets à questionner tout ce qu'il y a autour de Mais c'est toi. pas ce que je dis, c'est juste qu'en soi. C'est parce qu'il a reçu l'éducation et Oui, qu'il est dans la catégorie, donc dans la tranche de société aisée, que il peut prendre le recul puisqu'il n'a aucune priorité d'ordre de survie. Donc il peut prendre le recul de se poser des questions qui sont, car il est à maître, première vue, existentielles. il est maître de son temps, t'es en train de me dire. C'est-à-dire qu'il peut se Oui, poser ce genre mais de c'est questions parce exactement qu'il est ça. maître de son temps. Alors qu'une personne lambda, qui n'appartient pas à cette classe sociale, n'a pas forcément cette légitimité à parler de ça. Oui, bah, mais je pense pas que ce soit une question de légitimité. Mais La légitimité, c'est simplement qu'il a reçu une éducation qui fait qu'il a une forme d'esprit critique et qu'il peut remettre en question certains éléments, et qu'il est dans une situation qui lui permet d'avoir accès à certains ouvrages qui ont été publiés par une certaine catégorie, disons, d'élite intellectuelle, des attention, anthropologues, des chercheurs, c'est quelque chose de très large. ouais, ça hiérarchise là sur tout ce que Mais, tu fais. mais c'est évidemment, mais la société est hiérarchisée. Non, Tu peux pas faire mais de toute autrement. façon, dans tous les cas, mais c'est pas ce que je dis. C'est juste que par rapport à ce qui est dit ou ce qui est écrit, c'est que tu hiérarchises en fait sur à quelle classe sociale appartient telle personne. Donc, on peut se dire que on a la possibilité de dire ça, alors qu'une autre personne ne peut pas forcément aller dans le même aspect que la personne qui est au-dessus, socialement parlant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Non. En gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si par exemple je dois reprendre le cas de Christophe Ryan, Christopher, c'est pareil. respectueux. Oui. Christopher Ryan. Et que je vais reprendre le propos que tu as dit sur les Indiens. Moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'un Indien d'Inde n'a donc pas la possibilité ou la prétention, on peut aussi prétendre à vouloir parler de ça, de parler du statut social de Christopher Ryan, car c'est pas la même classe sociale. C'est ça ce que tu m'as dit au début. Oui. Donc moi, je te dis que l'Indien d'Inde, logique pour lui, ne va pas forcément de penser à ça tout de suite. En revanche, tu as la possibilité de t'ouvrir sur le monde, donc tu peux t'intéresser à ce qui t'entoure. C'est un point de vue très occidental ce que tu proposes. C'est vrai. C'est la question que j'ai posée à notre prof Géographie d'histoire, non, d'histoire médiévale. Je lui ai demandé, donc il nous explique comment fonctionne la société à Oui. l'époque du, je sais pas, Capétienne. 10e, 11e siècle, quelque chose comme ça, société capétienne. Il nous explique qu'il y a donc, on commence à mettre en place, ou plutôt à expliquer que c'est mis en place naturellement, société en 3 parties. Ceux qui prient, les orants, ceux qui combattent, les... j'ai plus les termes, c'est pas grave. Bref. En gros, ce qu'on connaît du noblesse, clergé, tiers état, c'est l'ancêtre de ceci. Et je suis venu lui demander, en toute naïveté, Modestie. non, naïveté, que, de mon point de vue, et de manière pragmatique, c'est évidemment vrai, la vérité. Si ceux qui se mettent à prier, donc je reclarifie, dans le texte que nous avons étudié, il est dit que, par un évêque, les 3 parties de la société servent à la globalité. Ceux qui combattent, ils combattent pour ceux qui travaillent et pour ceux qui prient. Ceux qui prient, ils permettent une place au paradis, machin. Laboratoresse. Et ceux qui travaillent, non mais laboratoresse, c'est ceux qui travaillent. Et donc ceux qui travaillent, les paysans, permettent tout simplement de manger, besoin primaire. Je viens donc demander naïvement au professeur si ceux qui arrêtent de prier, enfin si ceux qui prient s'arrêtent, la société s'écroule pas. Existe-t-il des sociétés à la même époque que la société capétienne où, disons, ils se sont posés moins de questions existentielles sur le sens de la vie. Ils n'ont pas eu comme réponse la religion, donc Dieu. Et donc leur société n'est
composé que en 2 parties. Ce à quoi il m'a répondu, légèrement à côté, mais ça répond quand même globalement. Ce que j'ai compris de sa réponse, c'est que j'ai un point de vue qui est occidental contemporain. C'est-à-dire que ils ne vont pas remettre en cause la catégorie sociale qui prie, puisque de leur point de vue, c'est vital. Ok. S'ils s'arrêtent, tout s'effondre. Donc tu es en train de me dire que c'est grâce à ça que ça leur permet de vivre. De leur point de vue. Alors que, factuellement, tu Oui, tu peux vivre m'accorderas différemment. que non. Oui, tu peux vivre différemment. À l'heure d'aujourd'hui, oui, tu peux vivre différemment. Mais c'est ce qui régissait leur quotidien. Mais c'est parce qu'ils considéraient que c'était la structure. Oui, mais c'est ce qu'on leur Et a donc, enseigné. ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je suis venu avec mon point de vue occidental contemporain. Toi, quand tu me dis que l'Indien Dalit qui casse des cailloux et qui, je rentrerai pas dans le détail, il peut remettre en question de la même manière que Christopher Ryan, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que même si anatomiquement il est voué du même cortex cérébral, il y a toute une section, disons, de la vie sociale qui s'appelle les circonstances, dont parle Ronald Dworkin dans L'égalité et la vie bonne. Et ces circonstances limitent ou paramètrent, selon comment on voit les choses, sa vie. Et le fait que tu sois américain ne te permet pas les mêmes choses que si tu es en Inde. D'accord, on est d'accord sur ce point de vue-là que ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas la même chose de ce qui se passe en Inde. Et le but de ce que je voulais te faire comprendre, c'est que notre monde, il a changé. Il y a une évolution. Et que on n'est plus on n'est plus systématiquement en train de dire que telle personne est au-dessus de telle personne. Ou on essaye de faire comprendre que telle personne... Je vois très bien où tu veux C'est très venir. utopique ce que tu dis. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Tu veux On bien peut pas comprendre que... hiérarchiser les... Voilà, tu je veux bien comprends. comprendre qu'on est dans un système où, d'accord, il y aura toujours une hiérarchisation qui se fera. En revanche, on peut quand même penser, ou on peut quand même dire, qu'on pourrait avoir une forme d'égalité entre nous. Même si elle ne sera pas forcément bonne. Ou à la rigueur, c'est pas une égalité, c'est pas le bon mot, mais équitable. Pour avoir une équité. Non mais l'égalité, j'entends. C'est une utopie, je pense. Mais c'est bien de tendre vers cette utopie. Maintenant, Qu'elle soit je bonne ou non. pense que je vais faire la transition justement avec le thème du jour. On va se recentrer un peu. Tout ce que tu me décris là, c'est donc ce problème de hiérarchisation, de l'égalité qui n'est factuellement pas bonne, constatable dans la société. C'est la faute de la civilisation. Voilà, en toute nuance. Quelle forme de civilisation? Quelle forme? Oui. Est-ce que c'est notre civilisation? Parce que tu me parlais d'un point de vue occidental. Est-ce que c'est notre civilisation occidentale? Alors, non, n'importe quelle civilisation. Je rattache le terme, et l'auteur aussi, enfin je ne veux pas parler en son nom, mais c'est ce que je crois avoir compris. Le terme civilisation est rattaché à l'agriculture, la sédentarisation. Tu t'installes à un endroit, tu ne bouges plus et tu cultives la terre. Et de ce point de vue-là, tu essayes d'améliorer ta situation et, on va dire, de progresser. Je vais revenir sur ce terme. La progression? Le progrès. Ça a un sens? Donc, je commence? Vas-y. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait quelque chose de très structuré. Trop structuré probablement, mais on va essayer Fais à ta sauce. de rendre ça un peu Fais à ta sauce. digeste. Quand même. Donc, j'ai noté que je voulais faire un préambule en 2 points. Premièrement, je ne prétends pas m'approprier ce qu'il dit. C'est-à-dire que pendant la lecture du livre, j'ai essayé de mettre tout mon esprit critique là-dedans. Je n'ai pas réussi à démentir son propos. Je pense sincèrement qu'il a raison, du fait qu'il a apporté des arguments. Donc tu es en train de me dire que sur chaque mot, sur chaque phrase qu'il a employée, tout est bon de A à Z. Probablement pas. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il a faux. J'entends ce que tu dis. Probablement que certaines phrases, j'en sais rien, c'est de l'ordre du détail. Je veux te dire que dans la globalité, je n'ai pas réussi à lui donner tort. Donc ce qu'il dit est logique. Je l'ai considéré comme logique. Peut-être que là, je vais te l'expliquer et tu vas me dire, ça n'a pas de sens ce que tu me dis, ça n'a pas de sens.
Voilà, typiquement. Un peu à la De Niro, tiens. Pire imitation. Donc, je commence. Et deuxième point du préambule, parce que ça fait 4 fois que je commence quand même, ce serait bien. C'est une remise en cause de l'intégralité des sociétés dans lesquelles nous vivons. Donc, il est nécessaire d'avoir un esprit critique envers ce que je vais dire. Je t'attends au tournant. Mais envers ce que tu vas penser. Oui, bah, de toute façon, t'as de la matière, donc il y a des choses à dire. Je vais parler dans le cas général, essayant de citer le texte le moins possible. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait une discussion, donc si je me mets à lire le livre pendant une demi-heure, ça va vite être très long. La première catégorie, où c'est simplement, disons, une critique de la civilisation. Ouais, déjà, c'est négatif le Tu as truc. quelque chose à dire peut-être? Non mais je trouve bien de... On part de ce qu'on connaît, on décrit les choses de manière plus ou moins objective, et on commence à se questionner sur ce qui a été et s'il n'y a pas eu quelque chose d'un peu meilleur. Mais déjà, quand tu parles et que quand tu commences par une phrase négative, c'est que ça amorce beaucoup de choses. Mais ça n'est négatif que parce que la civilisation l'est. Ah là là. Rentre dans le vif du sujet. Tu es d'accord, tu ne me contrediras pas si je te dis que nous avons tendance, c'est-à-dire le nous, c'est-à-dire la pensée générale, a tendance à considérer que la civilisation est top, géniale. On a de la chance de vivre aujourd'hui. Si je peux me permettre, ça dépend où tu te situes. Et c'est pas forcément la même chose sur les 4 coins du globe. On est d'accord ou pas? Ce qu'on dit en Oui. Occident, c'est qu'on a une vie qui est bonne, alors que quand tu vas dans d'autres pays ou d'autres continents, la pensée est différente. Tu as raison de me soumettre ce point. Je vais repréciser. On, c'est-à-dire la pensée occidentale commune, vise à penser, ou plutôt tend à penser que tout est beau, la tout est rose. civilisation est top. Ouais. Génial. Là, je suis d'accord. Merci. On a quand même des choses assez extraordinaires. J'ai noté des progrès fulgurants dans la médecine, les arts, la technologie. On peut se réjouir des antibiotiques, des avions, les droits des femmes, beaucoup de choses. Donc d'avancées concrètes. Je me permettrai de dire que parmi les exemples qu'il a cités, il a aussi dit le mariage gay, que je n'ai étonnamment pas écrit dans mon carnet, parce que je considère que c'est pas le sujet, en fait, tout simplement. C'est une évolution de la société en soi. Oui, mais je ne comprends pas trop le rapport, puisque le sujet est de dire la civilisation est bancale. La préhistoire, c'était pas mal. Mais pendant la préhistoire, on n'a évidemment pas la possibilité de savoir s'il y avait de l'homosexualité. Je me permettrai de dire que chez nos plus proches cousins, les bonobos, il y en a. Mais la préhistoire... Non, c'est pas ça, c'est qu'on sait peu de choses sur la préhistoire en soi. Je vais en parler. C'est-à-dire que là, probablement que l'une des questions qui te vient à l'esprit, c'est comment on fait pour savoir ce qui s'est réellement passé à l'époque de la préhistoire? C'est beaucoup trop loin. C'est-à-dire déjà, je vais essayer de te donner quand même une espèce d'échelle de temps où il explique dès le début qu'avant de s'intéresser à la période de la préhistoire, il considérait que la Grèce antique, c'était très loin de nous. Oui. La Grèce antique, ça remonte à il y a 2000 ans. Non, 3000. Oui, 3000. 3000. Pardon, c'est Rome, c'était il y a 2000 ans. La Grèce antique, 3000. L'Égypte, 4000, quelque chose comme ça. Non, un peu 3005 à peu près. Bref. Les écritures, ça a apparu à peu près 3500 ans de mémoire. Il considérait que ces époques-là étaient très éloignées. L'agriculture, c'était l'avènement de l'agriculture, l'apparition sporadique, encore une fois. Donc sporadique, c'est un peu quelque chose d'omniprésent. C'est-à-dire que l'agriculture est apparue, contrairement à ce qu'on pense, non pas dans le croissant fertile, puis ça s'est développé un peu partout. C'est dans la même période, on a constaté que l'agriculture naissait indépendamment dans différentes zones du globe. Ok. On a la Grèce antique qui remonte à il y a 3000 ans. L'avènement de l'agriculture, c'est il y a 11 000 ans. Donc déjà, on fait un beau bond en arrière. Et pour te donner une idée, les débuts de l'homme, tel qu'on pourrait le dénommer, c'était il y a 300 000 ans. Donc entre il y a 300 000 ans et il y a 10 000 ans, à peu près, on a vécu en nomade dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ah, les fameux. C'est-à-dire qu'on se contente de ce que nous propose la planète.
En gros, pendant qu'on a augmenté le PIB, on a aussi augmenté d'autres problèmes. Donc c'est pas une généralité à chaque fois qu'il fait. Non. C'est qu'il dissocie ce qui se passe sur les 4 coins du globe. Bien sûr. On a quand même eu des cours de géographie du développement. Et t'es pas foutu de me donner une terminologie qui est correcte.